Juste un mot pour les questions-réponses. Dans ceux qui sont à cette table, certains ont des fonctions officielles et d'autres vivent dans des pays qui peuvent être en cause. Donc, naturellement, ils répondront du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas répondre à tout. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une série de questions-réponses. Donc, faites bien attention aux questions que vous posez, qui sont naturellement entièrement libres, de manière à ne pas gêner des gens, surtout qu'après ça va être enregistré et puis sur YouTube. Effectivement, comme Xavier l'a dit, c'est la séance des questions. Je rappelle, pas de photos, s'il vous plaît, pour cette séquence. Et donc, dans la salle, ceux qui souhaitent poser des questions sur les 3 interventions de ce matin, signalez-vous, on vous apportera un micro. Indiquez éventuellement la personne à laquelle vous vous adressez. Et puis, pour Madame Rola Al-Khatib, il faut s'exprimer en anglais, s'il vous plaît. Thank you very much. I just wanted to add about the question before about the female revenants, especially in France. As far as we know, about half of them, are still preaching Islamist ideology in the French jails, and they have a strong empire about the other female prisoners in our own prisons, our own I can't jails. hear you well. Make your voice louder or the... Sorry? Can you make your voice louder? I can't hear you. Yeah. All right. Sorry. I just wanted to say, to answer the question before about the French female revenants, that in our own jails, almost half of them are still preaching Islamist ideology. That's a figure that is confirmed. Just to answer that some are sincerely denying, but around a half have lied to, but it's the justice job to make the part of them. And now in French, to enlarge the topic, à partir des 3 interventions ce matin, une chose m'a frappé, que ce soit concernant la consommation de drogue et la lutte contre la drogue, qui est une lutte générale et à peu près partout dans le monde, que ce soit par rapport aux enjeux de l'Afrique subsaharienne, et en particulier, comme disait monsieur, l'avenir de la jeunesse d'Afrique, et bien sûr la lutte contre la radicalisation islamiste. Il y a un aspect qui, je trouve, manque peut-être souvent dans les leviers sur lesquels on peut agir, c'est le levier culturel, car finalement, est-ce que ce n'est pas tout cela une faiblesse culturelle de ces jeunes ou de ces adultes fragiles qui s'engouffrent dans ce genre de voie sans issue, et parce que tout simplement il manque d'assises culturelles, je pense que c'est le meilleur terme, ou spirituelles, mais que peut-être nous n'avons plus ou qui manquent depuis quelque temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une remarque pour nourrir nos échanges. Mais je vous laisse réagir. Merci. Enfin, non, je reprends la question, mais la question de monsieur était intéressante, c'était de savoir pourquoi il y a autant de personnes qui quittent, des jeunes, ce sont des jeunes hommes qui sont souvent d'ailleurs cultivés, érudits, qui sont à l'université, qui viennent à l'étranger, qui viennent dans des conditions difficiles. Est-ce que c'est une question de manque de culture? Est-ce que c'est une question de manque de spiritualité? Quelle est votre opinion? Pourquoi il y a autant de personnes qui veulent venir en Europe? Voilà. Je ne me suis pas trompé dans votre question? Les personnes qui sont éduquées et viennent ici en Europe. Peut-être j'ai pas bien compris la question. Oui, je crois que vous parlez de la problématique de l'immigration clandestine. C'est ça, non? En particulier, mais aussi de la consommation de drogue. Oui. Ou de la radicalisation islamiste.
Oui, en tout cas, en ce qui concerne l'immigration clandestine et le trafic de drogue, bon, peut-être il y a une dimension culturelle, mais je crois que, en tout cas en Afrique, c'est lié à l'échec des politiques publiques, à l'échec des politiques de développement. Quand on n'arrive pas à fixer les jeunes sur leur terroir, à leur offrir une chance, n'est-ce pas, de s'épanouir, ils pensent que l'Europe ou l'Amérique constituent, si vous voulez, le lieu idéal pour se réaliser humainement. Donc, pour l'immigration clandestine, l'essentiel, c'est ça. Les gens pensent qu'en quittant l'Afrique, en tout cas pour l'Afrique, en quittant l'Afrique et aller en Europe, c'est l'occasion de s'enrichir et de pouvoir aider sa famille, etc., etc. Bon, il y a, comme on appelle, le phénomène de contagion contenu dans l'exemple, c'est-à-dire quand ils voient les premiers émigrés qui sont venus et qui reviennent avec de belles constructions, ils pensent que l'Europe ou l'Amérique sont toujours les Eldorado d'avance, ce qui n'est plus le cas. Je crois que l'Europe, comme les États-Unis, connaissent aujourd'hui des contraintes de développement. Ça, c'est clair. Et ne peuvent pas, si vous voulez, prendre tous ces jeunes-là qui quittent le continent africain. Il n'y a pas que les jeunes, d'ailleurs. Il y a aussi les éminences grises qui quittent. Vous allez aux États-Unis, les plus grands professeurs sénégalais sont là-bas. Vous prenez un éminent professeur en philosophie comme Bachir Diagne, Souleymane Bachir Diagne, qui a émigré aux États-Unis. Énormément d'universitaires sont là-bas. Donc, voilà, il y a peut-être des problèmes culturels, mais il y a, je crois que l'échec des politiques de développement. Le trafic de drogue, aussi, c'est ça. Quand on laisse la jeunesse à elle-même, mais il y a des travers. Il y a des travers. Je crois qu'aujourd'hui, la lutte contre la drogue, en tout cas au niveau du continent africain, c'est la sensibilisation, c'est la prévention. C'est également faire de sorte que les jeunes puissent s'occuper. Mais il y a de la terre, mais il y a des erreurs de politique économique qui aujourd'hui nous coûtent cher. Et bon, il y a également, si vous voulez, certains pays qui sont connus comme des pays narcotrafiquants qui aujourd'hui aussi envahissent l'Afrique. Envahissent l'Afrique. On a découvert au Sénégal un laboratoire de fabrication de cocaïne. Ça, c'est très grave. Un laboratoire, ça, c'est du jamais vu. On l'a découvert dans la forêt, et pas loin de Dakar. Pas loin de Dakar. Quand j'étais président de la CENTIF, je m'étais opposé, j'avais signalé la vente d'un hôtel, l'hôtel Baobab, à des Colombiens. Alors, les Colombiens, non seulement avaient acheté l'hôtel, mais avaient acheté le terrain qui était contigu à l'hôtel. Et l'hôtel ne recevait pas tout le monde. Il y avait des personnes qui devaient rentrer dans cet hôtel. Et on les signalait pour... Alors, quand nous avons fait les investigations en relation avec le ministère de l'Intérieur, on s'est rendu compte que c'était truc si vous voulez, des dealers. C'était des dealers. Ils avaient acheté, même le mode opératoire pour l'achat de l'hôtel était suspect. Celui qui leur a vendu l'hôtel leur a vendu avec, si vous voulez, le prix nominal de l'action, sans, si vous voulez, mettre une plus-value. Donc, quand on a fait les investigations, c'était des dealers. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains qui fréquentaient, et les gens venaient de la Colombie et des pays de l'Europe, enfin de l'Amérique du Sud. Donc, il y a ces problèmes-là, Mais je crois que, de manière générale, l'Afrique aujourd'hui est marquée par des erreurs politiques et des erreurs de développement.
Seulement pour ajouter, si j'ai bien compris la question, que pour les trafics de drogue, la plupart d'eux sont des personnes éduquées et intelligentes. C'est 1000 fois plus difficile de contrôler les trafiquants de drogue que de contrôler les terrorismes. Les terroristes ne pensent pas. Ils veulent seulement aller... Mais tandis que les trafics de drogue, non, ils ont un but. Ils ont un but de pouvoir et ils ont un but de l'argent. Et pour les jeunes qui sont éduqués, quand on voit quelqu'un qui fait des millions de dollars par une seule expédition, par une seule exportation, qu'il soit un prof ou n'importe quelle chose, et il prend 500 ou 600 dollars par mois, non. Peut-être certains pensent qu'ils vont travailler cela. Donc, la plupart des trafiquants de drogue sont très intelligents et toujours ils apprennent une nouvelle technologie. Ils savent qu'on peut contrôler quelque chose à propos des téléphones. Ils utilisent des manières difficiles. Ils utilisent des nouvelles manières d'exportation, comme j'ai dit, le groupage. Ils apprennent toujours de nouvelles choses pour l'empêcher de les contrôler. Donc, être éduqué n'empêche pas d'être un trafiqueur de drogue. Et merci. Les consommateurs. Pour les consommateurs, c'est à propos. Tout d'abord, il n'y a pas d'éducation sur cela et sur les effets des drogues sur notre mentalité. Des personnes nous disent que le hashish ou le marijuana, ce n'est pas mauvais pour notre santé, mais il y a plusieurs de mes amis, par exemple, au Liban, qu'ils sont addictés sur le hashish ou sur le marijuana. Ils ne pensent plus. Ils ne veulent plus apprendre, ils ne veulent plus rien faire. Ils veulent seulement prendre du marijuana et oublier tous leurs problèmes. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise pour oublier notre dépression et notre problème. Donc, si ça devient addictif, c'est très grave. Et merci. Juste un point complémentaire qui est très important pour les gens de la fonction publique, quels que soient les services auxquels ils appartiennent. Les États-Unis d'Amérique ont inventé l'informatique de bureau. C'est-à-dire que c'est là qu'ont été inventés les laptops, et puis après ça, Macintosh, etc. Ce que je vous dis, c'est une analyse qui a été faite par la Cour des comptes américaine, du gouvernement fédéral, General Accounting Office, GAO. Même dans le pays qui a inventé l'informatique de bureau, même avec un budget fédéral pour tous les problèmes de défense et de la sécurité incroyables, quand un employé fédéral signale que son ordinateur devient obsolète, ça se renouvelle souvent, hein, vous savez, tous les ans, il y a des nouveautés, il faut à l'administration fédérale 4 ans et demi pour le remplacer. Dans le pays parmi les plus riches du monde, avec un budget fédéral dont le seul budget de la défense avoué, parce qu'il y a naturellement une partie planquée à droite et à gauche, est de plus de 900 milliards de dollars par an. Quand le chef d'un cartel entend dire qu'il y a un nouveau modèle d'ordinateur qui lui permettra de calculer plus vite, donc de crypter encore plus fort les messages qu'il envoie, il l'a dans les 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il va demander à un de ses lieutenants, t'as vu, il paraît qu'il y a ceci ou cela, et donc le type va dire oui chef, et il sait très bien que s'il ne rapporte pas l'ordinateur en question, mais vite, il va y avoir quelque chose qui est plus important qu'une incitation bureaucratique de voir un meilleur point dans sa note à la fin de l'année, il va avoir une balle dans la tête. L'échelle des peines dans les sociétés criminelles en question, c'est si on est de bonne humeur, on te casse la figure pour te donner une première leçon et la deuxième fois, on te met une balle dans la tête. Donc, par exemple, les gens qui font la logistique des tonnes de cocaïne entre
le cône nord de l'Amérique latine et l'Europe, les gens de la logistique sont responsables sur leur vie et sur la vie de leur famille de la bonne expédition de la drogue. Donc, les groupes terroristes ou les bandits ont beaucoup plus de facilité à avoir plus rapidement les dotations en matériel nouveau que les good guys, que les gens de l'administration. Je vous rappelle, il y a 30 ans de ça, qu'il y avait un nouveau fusil d'assaut qui devait entrer en vigueur dans l'armée américaine, AR-15. L'IRA en Irlande du Nord avait ses fusils d'assaut 1 an avant l'armée américaine. Voilà, donc c'est toujours le cas, il y a toujours un décalage en faveur du fait que dans les sociétés criminelles, à vrai dire, il n'y a pas de bureaucratie. Tel papier n'est pas signé, il faut telle autorisation, le ministère de l'Agriculture n'a pas dit oui, ça n'existe pas. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, de toute façon, ça va toujours plus vite et que ceux qui sont dans le camp des gentils doivent réfléchir à des formules qui permettent d'accélérer les choses et pas de les ralentir. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence et surtout merci de permettre à des personnes extérieures de venir. C'est un vrai plaisir. J'avais une question à propos de l'Afrique. Nous entendons parler de beaucoup d'actions en Afrique, d'actions illégales, mais aussi d'actions de contestation qui viennent souvent de milices, qu'on décrit comme telles. Je me demandais si il y avait une distinction entre les mafias et de telles milices comme le Front Polisario, MS-23 ou les terroristes de Boko Haram. Et si ces mafias existent, lesquelles sont-elles et d'où viennent-elles? Merci. Ah oui, mais je vous demanderai peut-être de reprendre un peu la question. Je n'ai pas bien entendu là. Ma question, en résumé, c'est quelles sont les grandes mafias africaines, si elles existent, et et d'où viennent-elles? Les grandes mafias. Est-ce qu'il existe des mafias telles qu'elles existent au Mexique ou en Italie, en Afrique, autres que des organisations terroristes comme Boko Haram ou des gangs de passeurs comme en Libye ou comme des mouvements de contestation armés comme le Front Polisario ou le MS-23? Les organisations criminelles en Afrique. Quelles sont les organisations criminelles en Afrique? Oui, les organisations criminelles en dehors, si vous voulez, des organisations islamistes dont on a parlé, AQMI et consorts, Boko Haram. Il y a d'autres organisations criminelles qui sont liées à des contestations politiques, la rébellion. Par exemple, dans le sud du Sénégal, il y a le MFDC, qui d'ailleurs est alimenté pour l'essentiel par la vente de drogue, par le trafic de drogue. Et on a eu à déceler que, si vous voulez, avec l'intervention de l'armée, la destruction, n'est-ce pas, des cultures de cannabis, c'était une perte de 100 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 150 millions d'euros. Pour les femmes, c'est les femmes qui cultivaient le cannabis au niveau des zones occupées par les rebelles. Bon. Donc, il n'y a pas uniquement les islamistes, il y a les groupes non islamistes qui alimentent, si vous voulez, la rébellion dans certaines zones. C'est, par exemple, au niveau de la RDC, il y a le M23, dont, si vous voulez, l'ambition est une ambition politique. Si vous voulez faire partir le gouvernement en place et occuper les zones de production de ressources minières, surtout. Donc, voilà, il n'y a pas uniquement il y a d'autres groupes, il y a d'autres groupes qui sont... Et même certains dirigeants, si vous voulez, utilisent à leur propre fin des groupes. Ah oui, on a eu à identifier, en tout cas chez nous, l'instruction est en cours,
quelqu'un qui était à la tête à l'occasion, n'est-ce pas, depuis 2021, quelqu'un qui il venait de l'armée, un ancien militaire, il a été recruté pour diriger un groupe, on les appelait les Marrons du Feu, et qui ont fait énormément de dégâts. Le dirigeant a été arrêté et il est en train d'être interrogé par... C'était l'ancien régime, les anciens régimes. Donc, en Afrique, ce n'est pas uniquement les islamistes. Je crois que c'est ce qui désorganise aujourd'hui l'Afrique, pour l'essentiel, en dehors de ces islamistes-là, c'est les groupes non islamistes, dont Wagner. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Justement, j'aimerais savoir quels sont ces groupes qui ne sont pas islamistes, contestataires ou rebelles. Oui, j'ai dit que les groupes non islamistes. Purement criminels, pas seulement politiques. Les groupes non islamistes, encore une fois, c'est des groupes qui découlent des contestations politiques, pour l'essentiel. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que vous vouliez peut-être parler des groupes cultes nigérians. C'était ça qui... les cultes nigérians. Les Black Axe, les Vikings. Oui, par exemple, le Niger aujourd'hui. Le Niger, même le Mali. Nigeria. Même le Mali et le Burkina, il y a des problèmes. Et ces groupes-là ont changé de mode opératoire. Ils ne se déplacent plus avec des véhicules, mais avec des motos. Et souvent, pour, par exemple, un pays comme le Burkina Faso, mais il y a des groupes qui exercent au Burkina, mais c'est des groupes qui rentrent dans la contestation politique. Ils veulent faire partir le gouvernement en place. D'ailleurs, récemment, ils ont accusé la Côte d'Ivoire d'être à l'origine de l'instabilité de ce pays, pour la simple raison que la Côte d'Ivoire a reçu en asile l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. Donc, il y a énormément de groupes non islamistes qui interviennent en Afrique. Et la connotation est pratiquement politique. J'ai une question pour... On voit apparaître comme une tendance qui n'est pas uniquement au Moyen-Orient, mais qui va vers l'Asie. Il y a la tentation du bloc OTAN-États-Unis de transformer des fois des pays en parias. C'est-à-dire de dire ils ne sont pas démocrates, ils ne sont pas comme il faut, ils maltraitent les gens, ils martyrisent, ils font ceci, ils font cela. Et donc on va les mettre au banc de la société, du concert des nations, de la société internationale. C'est notamment ce qui est arrivé au régime de Bachar el-Assad. Plus récemment, ça vient d'arriver aux dirigeants de la Birmanie, qui s'appelle maintenant Myanmar. Et dans les deux cas, on s'aperçoit, et peut-être dans d'autres aussi, mais de manière flagrante pour ces deux-là, on s'aperçoit que les pays en question semblent avoir trouvé une parade. La parade, c'est OK, on est des parias, eh bien très bien. Donc à partir de maintenant, ce qui se passe sur notre territoire et ce qui vous affecte vous, on va laisser faire. Et donc, brutalement, la fabrication du Captagon décuple, centuple, brutalement, alors que dans ce qui était le triangle d'or, à la limite de la Birmanie, du Laos et de la Chine, on avait réussi à remplacer 70% des plantations de pavots à opium par d'autres cultures. On transforme la Birmanie en État paria, parce que c'est des généraux, parce que c'est pas démocratique, parce que ceci, parce que cela. Et on s'aperçoit que brutalement, la culture du pavot redémarre
de manière extraordinaire dans ces régions-là et se double d'une culture toujours plus importante d'amphétamines que localement en Thaïlande on appelle yaba, c'est-à-dire des choses qui se vendent quelques dizaines de centimes, enfin très peu cher, et qui permettent aux gens de travailler 20 heures sur 24. Naturellement, ça leur détruit le cerveau au bout d'un moment, mais sur le champ, ça donne un effet stimulant extraordinaire. Quand vous voyez dans votre région, est-ce que ça vous paraît un schéma cohérent? Est-ce que ce que vous constatez ressemble à ce que je soupçonne à travers les exemples en question? Oui, en fait, l'exemple de la Syrie avec Kaysar, vous voulez dire, n'est-ce pas? Les sanctions, bien sûr, sur la Syrie ont permis la détérioration de la sécurité dans ce pays-là. Alors, on commençait, comme tout le monde sait, c'est le centre de production de Captagon. Et c'est le seul source de dollars pour le pays. Et, tous les pays ne peuvent pas vivre sans avoir de l'argent étranger. Donc, c'est le moyen, c'est seulement le moyen disponible pour eux maintenant. Donc, parfois, quand on met des limites sur un pays très strictes, je crois qu'ils vont penser que, OK, on n'a rien à perdre, donc on va laisser la situation comme ça. Et enfin, cette situation va affecter le Liban, l'Irak, et la Jordanie et tout le Moyen-Orient, enfin. Et peut-être tout le monde. Et le Captagon, comme on connaît, ça a affecté le Liban. Il y a des sanctions sur le Liban. De plus, il y a de la consommation, plus de consommation dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et même, il y a un danger sur peut-être l'Europe. Et moi, j'ai oublié de dire quelque chose, que les bouteilles que vous avez vues déjà dans ma présentation, c'était vers l'Australie. C'était pas vers les Moyens-Orient. Donc, il y a de nouveaux pays, toujours. Et comme j'ai mis dans ma présentation, le relancement économique des pays, c'est la solution la plus convenable pour éviter cela. Car si une personne sent qu'elle n'a rien à perdre, elle va faire n'importe quoi pour se sauver. C'était mal ou pas mal, mais ils ont, je sais pas, mais ils ont maintenant pas d'autres solutions, je crois. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui. Donc, mon point de vue, que toujours relancer l'activité économique. Donner on doit faire, les gens doivent voir la vie, vraiment la vie autour d'eux. Et ils doivent savoir qu'ils puissent travailler, plus d'emplois, plus d'éducation, et surtout pour les enfants. Et cette situation affecte sûrement les petits. Qui ne trouvent pas des places pour s'éduquer ou pour d'autres choses. Et cette situation aussi a affecté le Liban à travers les réfugiés, a affecté aussi l'Europe à travers les réfugiés qui sont sortis de la Syrie et du Liban aussi, à travers la mer. Et il y a un grand problème entre les différents pays pour cela. Donc c'est une catastrophe qui va affecter tout l'entourage. Donc, et la Cyprus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Cyprus ici, mais ils sont beaucoup aussi affectés de cette crise. Je ne sais pas.